Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Alors pour ce premier épisode de podcast, j'ai décidé d'inviter Olivia Charlet, qui est ma nutrithérapeute et qui m'a beaucoup aidée quand j'allais très mal, quand j'avais des crises intestinales qui ont duré plus de 6 mois. C'est-à-dire que c'était des crises qui duraient entre 3 et 6 heures, à chaque fois que je mangeais. Et en fait, après avoir appliqué ces conseils, au bout de 4 jours, mes crises ont réduit de 70 à 80%. Donc vous imaginez bien le soulagement que ça a été. C'est assez symbolique de commencer par elle et je trouve que cet épisode est hyper intéressant. C'est pas pour me faire des fleurs, mais la nutrithérapie, elle mérite d'être connue. Olivia Charlet est une nutrithérapeute qui veut vous aider à retrouver une meilleure santé par une alimentation hypotoxique. On verra ce que ça veut dire justement dans le podcast. Dans cet épisode, on parle de ses divers problèmes de santé qui l'ont amené à faire un virage de 180 degrés sur son alimentation et sa manière de vivre, puis de ce qui l'a amené à changer complètement de travail et à se former à un grand nombre de disciplines, dont la micronutrition et la nutrithérapie. Elle nous en parle plus dans ce podcast et nous donne des conseils sur des règles alimentaires à adopter pour prendre soin de son corps. Bonne écoute. Bonjour Olivia Charlet. Bonjour Léna. Je suis super contente que tu sois là parce que tu es ma nutrithérapeute et tu m'as énormément aidée, donc ça va être une bonne discussion aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser. D'accord, super, je suis contente. Alors déjà, qui es-tu ? Donc, je vais avoir 45 ans, voilà. Donc, je suis passionnée par la nutrition et aussi le sport, l'endurance. J'ai eu pas mal de problèmes de santé étant plus jeune, vers l'âge de 25-30 ans. Et j'ai donc changé complètement de vie. Et tout ce que j'ai fait jusque-là, c'était au départ pour ma santé, en fait, pour retrouver la santé. J'en ai fait un métier. Donc, je suis nutrithérapeute, je suis formée en micronutrition, en aromathérapie, aussi en naturopathie, en médecine ayurvédique. Voilà. En fait, pas mal, je touche quoi. à beaucoup de choses parce que tout ce qui touche autour du microbiote de la santé me passionne. La nutrithérapie, elle n'est pas connue en France. Pour que tout le monde comprenne bien, dis-nous ce que c'est. Alors la nutrithérapie, c'est de travailler, de regarder en fait les dysfonctionnements cellulaires, donc regarder s'il y a des carences en vitamines, en minéraux, qui vont impacter le fonctionnement de la cellule, parce qu'on est fait de cellules, mais pas que, on est aussi fait de bactéries. On a 10 puissance 13 cellules pour 10 puissance 14 bactéries. Donc on a à peu près 10 fois plus de bactéries que de cellules. Donc la nutrithérapie travaille aussi sur la réparation, sur l'équilibre du microbiote, donc de ces bactéries. Et aussi à l'alimentation, avoir un meilleur équilibre au niveau alimentaire. Parce que effectivement, l'alimentation, c'est comme disait Hippocrate, c'est notre première médecine, notre premier médicament. C'est parce que si la chimie fonctionne et les médicaments fonctionnent, c'est parce qu'il y a des réactions chimiques dans le corps. Et donc, quand on prend un aliment, il y a une réaction chimique. Et c'est ce qui va nourrir le corps, parce qu'on est tout le temps en train de se renouveler. On est en permanence en renouvelant, en mutation. Et c'est l'alimentation qui permet justement de faire de nouvelles cellules, de se régénérer. Et ça vient d'où la nutrithérapie ? Alors, ça vient plus des États-Unis. Comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est plus... En France, vous avez le docteur Curté, qui a mis en place la nutrithérapie en France et qui a été formé, en fait, aux États-Unis. D'accord. Et c'est très proche de la micronutrition. Voilà. Et c'est quoi exactement la micronutrition ? Ça va être plus ou moins la même chose. Donc, on travaille avec des analyses bien spécifique sur le microbiote, sur les carences. On va regarder les carences en certaines vitamines, comme la B12, la B9, la vitamine D. C'est des choses qu'on ne regarde pas spécifiquement. Donc, on va travailler... Donc la micronutrition, on travaille avec des analyses et des compléments micronutritionnels. Et avant de faire ce métier, tu faisais autre chose. Ta vie n'avait rien à voir. Oui, ma vie était complètement différente. Tu faisais quoi ? Moi, j'ai fait une école de commerce à la base. Donc, j'avais fait prépa HEC et je travaillais dans un grand groupe informatique comme ingénieur d'affaires. Donc, je gérais des banques, des mutuelles, dans des systèmes de stockage de données, donc des systèmes très... J'aimais beaucoup l'informatique. C'est pas, voilà, je gérais des systèmes informatiques des projets assez complexes. Donc, rien à voir. Ouais. Et ça te plaisait ? C'était un métier qui te plaisait ?
C'était un métier qui me plaisait, hein, mais effectivement qui était très stressant. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé sur ma santé. Hein. Parce que c'est pendant ce métier-là que tu as eu des problèmes de santé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai eu des soucis de santé assez jeune, en fait. J'ai eu des problèmes au niveau de la thyroïde. Donc j'avais une thyroïdite Hashimoto avec plusieurs nodules. Et effectivement, c'est resté comme ça. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas si c'était grave ou pas. T'étais jeune ? J'avais 25 ans, ouais, à peu près quand ça a été détecté. Et puis ensuite, effectivement, j'ai eu un nodule qui a grossi. Ouais. On m'a enlevé une partie de la thyroïde. Ça a été en fait analysé par l'Institut Pasteur. Et donc, on a vu que j'avais un cancer de la thyroïde, en fait. Donc, à 25 ans ? À 30 ans, ça a été diagnostiqué. Et à la suite de ça, on m'a tout enlevé. J'ai eu de la radiothérapie, mais ça m'a créé un autre problème. J'ai pas eu la radiothérapie tout de suite parce que je me suis retrouvée à 3 grammes d'hémoglobine. Donc, j'ai été transfusée, j'étais proche du coma. Et on m'a trouvé une autre maladie auto-immune où on m'avait dit qu'effectivement, c'était plus des personnes de 85 ans, enfin, personnes âgées, qui a attrapé cette maladie. Et là, après, j'ai passé pas mal de temps à faire dans les hôpitaux, à faire des analyses, etc. On était même arrivé à vouloir m'enlever une grosse partie de mon estomac. Et toi, t'as refusé ? J'avais perdu beaucoup de poids. Je n'étais plus en bonne santé du tout, c'est clair. Et puis, quand on vous dit qu'on va enlever une partie de l'estomac et que vous avez pu pouvoir manger 3-4 yaourts par jour et que vous allez faire des tout petits repas et que vous faites déjà 40 kilos, vous vous dites c'est peut-être pas ce que vous recherchez dans la vie. Hein. Donc effectivement, c'est là où j'ai commencé à faire pas mal de recherches. Est-ce que tu étais ouverte sur les médecines alternatives ou tu étais très médecine conventionnelle classique ? J'étais très médecine conventionnelle classique parce que je connaissais pas du tout. Et en travaillant dans des milieux très scientifiques, et puis dans mon entourage, j'avais personne qui connaissait la naturo ou la micronutrition, toutes ces choses-là. Donc moi je suivais exactement ce que me disaient les hôpitaux, les gastro-entérologues, les endocrinologues. Je faisais exactement, j'allais pas chercher plus loin. Voilà. Bon, après, je regrette pas ce qui m'est arrivé, parce que c'est une belle histoire. C'est là, à ce moment-là, où j'ai commencé à me poser des questions. Et effectivement, avec mon conjoint, on a regardé à trouver d'autres choses. Et oui, c'est là où tu t'es ouvert sur les médecines alternatives, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, au début, j'ai vu que j'avais tout le temps mal au ventre, que j'étais tout le temps pliée en deux, qu'on m'avait dit que c'était le stress, que c'était depuis très très longtemps que j'avais ça. Mais bon, voilà, je m'avais fait une raison, en fait. Et c'était devenu une normalité pour toi. Oui, je voyais pas trop comment sortir de ça. Ouais. Et puis bon, comme on me disait que c'était pas grave, à part avoir mal. J'avais aussi des sautes d'humeur quand votre thyroïde elle fonctionne pas bien, vous êtes pas bien dans votre peau, c'est clair. Donc j'étais des fois colérique, j'étais instable. Voilà, c'était pas par rapport à aujourd'hui, je suis complètement différente, ça c'est clair. Ça m'empêchait pas de travailler, mais en même temps, mon corps n'allait pas bien du tout et je l'écoutais pas en fait. Ouais. Et effectivement, j'ai commencé à m'interroger, parce que moi je suis d'origine polonaise et je suis tombée sur des articles montrant que les gens d'origine slave avaient des problèmes avec le gluten. Et donc, j'ai commencé à arrêter le gluten et aussi les produits laitiers. Je me sentais beaucoup mieux. J'en avais parlé à mon gastro-entérologue. Ouais, j'imagine la réaction. Voilà, qui m'a fait faire des tests d'allergie, qui m'a dit non, vous n'êtes pas du tout allergique. Donc, j'ai recommencé à en manger en me disant, puis c'est revenu. Puis là, je me suis dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches. Et effectivement, après, j'ai été suivie par un nutrithérapeute en Suisse. Et j'ai fait aussi une formation aussi en Suisse. Tu étais encore dans ton travail classique. Oui, d'accord. Tout à fait, ouais. Ouais. Et là, c'était un thérapeute qui me suivait. J'avais beaucoup d'hypersensibilité alimentaire, donc j'ai enlevé tous les aliments. Ça a commencé. Après, j'ai travaillé sur beaucoup de choses, sur les oméga 3, etc. Et puis, comme j'ai vu les résultats sur moi, sur le microbiote, et que je voyais que ça allait de mieux en mieux, je voulais en savoir plus, parce que moi, j'aime bien... T'aimes bien comprendre, J'aime bien comprendre, et puis je voulais encore améliorer les choses. Et donc, j'ai commencé à faire une formation en nutrithérapie que je faisais le week-end en travaillant. Oui, tu devais avoir un sacré emploi du temps.
Oui, c'est vrai. Mais après, quand vous avez envie de vous en sortir, voilà, on est prêt à tout. Hein. Ouais. Moi, j'étais prêt à tout pour aller mieux, hein, c'est clair. Et puis après, ça m'a passionnée. J'ai vu le résultat sur moi. Puis c'est vrai qu'après, j'ai pris un congé sabbatique de 2 ans où j'ai fait plusieurs formations. Et puis voilà, après, je me suis... il y a beaucoup de choses que j'ai faites comme ça. Il n'y en avait pas trop en France, des nutrithérapeutes ? Non, il n'y en a pas beaucoup, oui. Parce que moi, j'ai été formée après... j'ai fait la nutrithérapie en Suisse. Donc, c'est mon premier diplôme. Après, j'ai fait un diplôme de naturopathie donc à Paris, au Sénato. Et puis, j'ai été formée en nutrithérapie en Belgique par le docteur Curté aussi. Et puis j'ai aussi une belle histoire avec le docteur Pénoël, parce qu'il m'a beaucoup aidée, parce que j'avais des infections en permanence. Donc je suis allée souvent aux urgences la nuit à cause de mes infections et on ne trouvait rien. Et pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a parlé du docteur Pénoël. Et je suis allée là-bas. Et effectivement, il m'a soignée avec de doses importantes d'huile essentielle. Depuis, j'ai plus eu de soucis. Hein. Et j'ai fait aussi sa formation. Et il m'aide toujours sur plein de choses. Ouais. Oui. Et puis, effectivement, après, j'ai commencé à aider des personnes autour de mon entourage qui avaient, par exemple, une sclérose en plaques, une spondylarthrite. Hein, parce que, effectivement, vous savez, quand vous avez une maladie auto-immune, vous en avez 2 ou 3. Il y en a qui sont déclarés et d'autres pas. Donc, si vous n'arrêtez pas le processus, ça continue. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et puis, ça marchait très, très bien sur les personnes qui avaient envie, en fait, de changer. Parce que ça demande, en fait, à changer complètement son alimentation. Non, moi, je ne mangeais pas du tout comme ça. Avant, je ne mangeais même pas bio en étant jeune. Tu mangeais quoi, toi ? C'était classique ? Oui, je mangeais classique. Du pain, des côtes de bœuf, des frites. Peut-être pas beaucoup de viande, parce que je n'étais pas attirée par la viande. Ouais. Mais j'en mangeais quand même, hein, voilà. Oui, je mangeais des frites, des pâtes, je prenais du Coca Light d'ailleurs, je mangeais des yaourts, beaucoup de yaourts, voilà, je mangeais comme tout le monde, hein, du pain. Je faisais ça aussi. Voilà, des pizzas, des quiches, voilà. Ce qui t'a aidé le plus au final, c'est le changement d'alimentation. C'est le changement d'alimentation, mais comme on travaille en micronutrition ou nutrithérapie, il faut aussi travailler sur les processus inflammatoires. J'ai dû travailler en fait sur mon tube digestif. Parce que dans une maladie auto-immune, il y a toujours une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade qui est là en permanence, à bas bruit. Donc il faut en fait réparer la barrière intestinale. Et ça passe aussi par des compléments. On ne peut pas uniquement avec l'alimentation réparer des choses qui sont là depuis longtemps. Et puis aussi, ça passe par des huiles qui vont avoir une action entre guillemets anti-inflammatoire parce qu'ils vont gérer les processus inflammatoires. Il y a plein de choses, effectivement, qui sont à mettre en place pour réparer tout ça. Ouais. Et c'est un travail quand même de longue haleine parce que vous avez toujours un déséquilibre du microbiote. Hein, donc il faut un certain temps pour réparer tout ça. Oui, dans nos sociétés actuelles, tout le monde a un déséquilibre du microbiote. Plus ou moins. Mais après, on peut avoir des déséquilibres beaucoup plus importants. Hein, comme, voilà, moi je travaille beaucoup avec des enfants autistes ou dans les maladies auto-immunes ou dans le cancer, il y a toujours un déséquilibre important du microbiote. Après, non, il y a des gens quand même qui ont un bon microbiote, mais c'est de moins en moins. Ouais, c'est clair. Ça se fait de plus en plus rare. Ouais. J'ai mon chéri qui va encore très bien, lui. Il peut tout manger. Moi, je mange, je sais pas, un yaourt et ça y est, je me sens pas bien du tout. Et alors, lui, il peut en manger 4. You, ça va très bien. On va parler pour un petit peu... Oui, pour l'instant, voilà. Antoine, si tu nous écoutes. On va parler un peu du régime cétogène. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es mis à manger cétogène ? Pas tout de suite, non. D'accord. Comment ça s'est passé du coup ? Qu'est-ce qui t'a fait venir à une alimentation cétogène ? Et surtout, qu'est-ce que c'est ? Parce que je pense que c'est pas trop connu en France encore. D'accord. En fait, j'ai démarré par une alimentation hypotoxique. Hein. D'accord. Alors, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, parce que de toute façon, l'alimentation cétogène que j'applique, elle est hypotoxique. Et il faut absolument qu'elle le soit. Hein. Je ne suis pas pour les cétogènes classiques qui, pour moi, sont inflammatoires. L'alimentation hypotoxique, c'est un terme qui a été, on va dire, utilisé par le docteur Seignalé. Hein, ça, c'est un livre aussi qui a été important pour moi. Le docteur Seignalé, c'est un immunologue qui a travaillé sur les maladies auto-immunes et qui s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes intestinaux dans toutes les maladies auto-immunes. Voilà, c'est pas de déséquilibre du microbiote. Et il a mis en place, en fait, c'est l'alimentation... j'ai un petit oubli, mais
la troisième médecine, je crois. Oui, en plus j'ai le bouquin, mais je l'ai lu il y a longtemps. Voilà, et c'est assez complexe, c'est parce que c'est un immunologue, donc il rentre bien dans le détail scientifique. Mais voilà, il a mis en place cette alimentation, donc qui est en fait, s'est rendu compte que le gluten, les produits laitiers, c'était mal digéré. Ça pénétrait en fait la muqueuse, c'était mal décomposé, les protéines qui sont des molécules d'acides aminés qui étaient attachées les unes aux autres pénétraient et rentraient en fait dans la circulation sanguine. Et le corps les voyait comme des intrus. Il faisait en fait des anticorps, donc des armes contre les produits laitiers, contre le gluten. Et le fait, donc, ce qu'il s'est rendu compte, c'est le fait d'arrêter ces aliments complètement, d'avoir une alimentation plutôt cuisson douce à la vapeur pour justement ne pas dénaturer les protéines. Il avait eu des très très bons résultats en fait sur des spondylarthrites, beaucoup de maladies articulaires. Où il y avait on va dire des guérisons spectaculaires tant que les gens mangeaient de cette manière-là. Donc il avait un taux de réussite important. Et donc c'est ça en fait l'hypotoxique. Hypotoxique, ça veut dire, parce que ça a été repris, parce que ça date, il a travaillé là-dessus, si je dis pas de bêtises, dans les années 80, 90, voilà. À l'époque, on le prenait un petit peu pour un charlatan parce que personne voyait l'intestin, le lien entre intestin et maladie auto-immune, c'est-à-dire maladie auto-immune. Avant, ça n'existait pas. Si on revient en 1850 ou 1900, on parlait d'infection, mais pas de maladie auto-immune. Aujourd'hui, c'est en plein essor. Et effectivement, c'est lui qui a vu qu'il y avait un dysfonctionnement de la première barrière immunitaire qui est le tube digestif. Et l'hypotoxique, aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs, comme le professeur Fassano. Vous avez aussi en Belgique le professeur Castronovo qui travaille aussi beaucoup là-dessus, mais qui vont en fait montrer, en fait, scientifiquement, le professeur Fassano a montré effectivement qu'il y avait un lien, qu'il y avait en fait les complexes jonctionnels serrés. Si je veux faire simple, la muqueuse a des sortes d'écluses. Les cellules sont serrées les unes aux autres, contre les autres, et vous avez des écluses qui sont des complexes jonctionnels serrés. Dans ce type de pathologie, mais aussi dans le cancer, vous avez ces petites écluses qui sont en permanence ouvertes. Et donc ça passe dans le sang, c'est ça? Les toxines passent dans le sang? Tout passe, virus, bactéries, gluten. Voilà, et toutes les protéines non digérées. Ça peut être aussi le blanc d'œuf chez certaines personnes, les amandes chez d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des problèmes. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que c'est prouvé scientifiquement et on fait de plus en plus, surtout actuellement, le lien entre microbiote, intestin et ces dysfonctionnements immunitaires. Donc l'hypotoxique, pour revenir à ma première... je me suis un petit peu éloignée, mais l'hypotoxique, c'est avoir une alimentation la moins toxique. Voilà. C'est ça, donc on va manger bio, on va essayer de prendre des aliments sans pesticides, ou le moins possible, de ne pas dénaturer, de privilégier une cuisson à la vapeur, et d'enlever les aliments qui peuvent créer des réactions inflammatoires, dont la caséine et le gluten. Donc dans le lait, les produits laitiers, et puis le gluten, ouais. Et donc le cétogène, c'est peut-être ça, la question d'après. Donc moi, j'ai commencé par l'hypotoxique pendant plusieurs années. Ça a permis effectivement de réguler tous les processus auto-immuns. Donc c'était plutôt une très bonne chose. Mais je n'arrivais pas à régler tous mes problèmes. Et j'ai en fait, me suis beaucoup renseignée parce que moi, je fais pas mal de recherches sur les études scientifiques. Je lis pas mal d'études scientifiques. Je regarde tout ce qui sort. Et effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a à peu près 5 ans, où j'ai regardé effectivement, c'était une alimentation qui était utilisée plutôt pour l'épilepsie, pour les problèmes de tout ce qui est dégénératif, donc Alzheimer, Parkinson, mais aussi pour le cancer, on en parlait. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était une alimentation qui était très intéressante parce que en fait, vous fabriquez dans les corps cétoniques, vous avez le bêta-hydroxybutyrate qui est un puissant anti-inflammatoire. Donc ça va réguler tous les processus anti-inflammatoires, les processus inflammatoires. Et donc j'ai commencé à l'appliquer sur moi. Au début, j'étais un peu sceptique parce que manger beaucoup de gras, c'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire.
Et c'est ça le problème avec l'hypotoxique, c'est que quand on mange plus de gluten, qu'est-ce qu'on fait? On mange du riz, on mange des pommes de terre, on mange des patates douces, on cherche d'autres sources de féculents, mais on reste sur du sucre. Et le sucre, en fait, à haute dose, est très inflammatoire en excès. Et tu as vu des résultats probants sur toi? Ah oui, moi je l'applique tout le temps. Sauf qu'à des fois, je suis plus en ce que j'appelle low carb. Ouais, pour être un peu moins extrême. Voilà. Surtout parce que tu vas mieux maintenant. Oui. Mais j'aime bien, en fait, je me sens beaucoup mieux, même en faisant beaucoup de sport. J'aime bien, en fait, ce type d'alimentation parce que ça apporte une clarté mentale. Enfin, ça a plein... Niveau du tube digestif, c'est le jour et la nuit, oui. Et alors, du coup, les médecins qui voulaient t'enlever un bout de l'estomac, est-ce que tu les as revus? Après, j'ai changé de médecin de toute façon. Et puis, oui, j'étais suivie par un hématologue, mais bon, toutes mes prises de sang étaient bonnes. Après, donc effectivement, non, j'ai toujours mon estomac. Les prélèvements qui étaient faits, voilà, il n'y avait rien. Donc, j'avais fait des prélèvements, j'avais fait une fibroscopie, une non, j'avais rien. Tout allait bien. Voilà. Mais si j'avais pas fait tout ça, je suis convaincue que je serais plus là, vu au point où j'en étais. Et puis, j'aurais attrapé d'autres pathologies auto-immunes. Voilà. Ouais, ça s'enclenche après. Une fois que ton système immunitaire, il fonctionne moins bien. Qu'en plus, toi, ton moral est au plus bas parce que tu souffres toute la journée. Ouais. Je disais, on vient toujours sur la responsabilité, en fait, l'auto-responsabilité. Ça commence à se développer, on essaye de se renseigner pour aller mieux. Plutôt que de faire confiance 100% à un corps médical. Voilà, et résultat, tu as suivi ton intuition, tu t'es renseigné toi-même et regarde où t'en es, ça a changé ta vie, ça a changé ton métier, ça a tout changé, ta santé. C'est clair, ouais. Après, ça a changé beaucoup de choses. C'est complémentaire, mais voilà, comme quoi, il faut toujours aussi se renseigner et aller plus loin. Ah oui, il faut aussi avoir plusieurs, avec le recul, c'est bien d'avoir déjà, avant de faire une opération, tout ça. Je ne suis pas contre les opérations, pas du tout. Je ne suis pas contre le corps médical, il apporte aussi beaucoup de choses. Mais c'est aussi important, je pense, quand il y a quelque chose d'important, une opération, de prendre du recul. Et puis aussi de pouvoir avoir l'avis de plusieurs spécialistes. Ouais. Et puis après, effectivement, malheureusement, c'est aussi de se poser des questions. C'est pas, tiens, j'ai attrapé tel cancer, ou j'ai attrapé tel... voilà, souvent on me dit au cabinet... j'ai du diabète, mais bon, mon père en avait, mon grand-père aussi, voilà, donc je peux rien faire. Ouais. Je dis non, c'est parce que vous mangez la même chose que vos parents et vos grands-parents. Les gens n'aiment pas ça, ça veut dire qu'il faut se remettre en cause. Ouais. Moi, si j'ai attrapé ces problèmes de santé, j'avais sûrement une sensibilité génétique, mais si j'avais eu une vie différente, cette sensibilité génétique ne se serait pas exprimée. Et elle s'est exprimée parce que j'ai pas fait les bons choix à un certain moment. Et qu'il y avait beaucoup de stress impliqué. Il y avait du stress et puis une alimentation qui n'était pas du tout adaptée en fait. Aujourd'hui, voilà, le gluten n'a rien à voir avec le gluten qu'il y avait dans les années 1900. Aujourd'hui, ça c'est un autre sujet, mais donc aujourd'hui il y a du gluten partout. Génétiquement, on n'est pas fait pour décomposer autant de gluten. C'est vrai que ce régime, il peut faire peur parce que, tu vois, quand on mange cétogène, on mange pas des fruits, des crudités, des courges. Ouais. Et donc les gens ont peur déjà de manquer de bons nutriments et d'antioxydants. Et ils ont peur aussi de manger trop gras et donc de surcharger le foie. Oui, ça peut faire peur. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs il y a une émission très intéressante, je crois que c'était sur Cache Investigation, mais il y a eu plein d'autres choses là-dessus, c'est qu'aujourd'hui les légumes, les fruits, ils ont perdu une très grosse partie de leurs vitamines et minéraux. Oui, les terres sont faibles. Et oui, puis parce que les légumes, si vous prenez des légumes industriels du supermarché, vous avez en fait, c'est des cultures, déjà c'est des graines hybrides, et c'est des cultures souvent sous serre, qui peuvent être hors sol. La tomate hors sol, elle n'a plus rien à voir. J'ai plus les chiffres en tête, mais il n'y a plus grand-chose en fait. Donc, et ça, on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas faire peur à la population. Donc, c'est aberrant, ça je le dis, de dire en mangeant 5 fruits et légumes par jour, vous allez avoir toutes vos vitamines et minéraux. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Ça l'était peut-être en 1900, mais ça ne l'est plus aujourd'hui.
il faut déjà mettre les choses en place. Et après, non, parce que... Donc déjà, il faut essayer de manger plutôt des choses bio, mais encore dans le bio, c'est pareil, il faut faire attention. Plus le légume ou le fruit est moche, mieux c'est. Et puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de cuivre dans les légumes bio. Ça fera un autre scandale sanitaire plus tard. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend. Le mieux, c'est de cultiver par soi-même. Allez hop. Mais bon, il faut changer de... Voilà, il faut avoir du temps, il faut changer complètement de vie. Ouais. Mais oui, c'est clair, quand on cultive par soi-même, on voit que c'est pas pareil. Voilà, mais au moins essayer d'avoir le moins de dégâts possible. Mais l'autre point, c'est même les fruits. Les fruits, ils ont été génétiquement... Il y a des croisements qu'on fait pour avoir la pomme la plus sucrée. Dans la nature, la pomme est hyper acide et vous en mangez même pas une parce que c'est pas bon. Donc c'est pas naturel les fruits. Souvent les gens me disent non mais c'est bon les fruits. Non, c'est pas si naturel que ça de manger des fruits. Parce que c'est des croisements qu'on a fait pour avoir la meilleure pomme, la meilleure poire. Voilà, mais dans la nature, ces espèces-là n'existaient pas. Alors, est-ce que tous ces antioxydants qui sont contenus dans les fruits, on les retrouve dans les légumes ? C'est pas les mêmes ? Mais si, c'est les mêmes. Si, c'est les mêmes. Bien sûr, si vous prenez par exemple un chou-fleur violet, en fait c'est parce qu'aujourd'hui on a tout standardisé, mais c'est les légumes anciens qu'on va avoir le plus de nutriments. Vous prenez un chou-fleur violet ou une aubergine, la couleur violette, vous avez des antioxydants. Des polyphénols. Dans l'huile d'olive, c'est bourré d'antioxydants, de polyphénols, c'est de l'hydroxytyrosol. Les amandes, les noix, les noisettes, tout ça, c'est bourré d'antioxydants, polyphénols. C'est bien parce qu'il y en a dans l'alimentation cétogène. Donc il y en a même plus que... Vous en aurez beaucoup plus en mangeant des noix ou des amandes qu'en mangeant une pomme et une mangue. Et après, effectivement... Ce que je voulais dire, c'est que vous avez aussi quelques fruits qui sont possibles et qui sont intéressants. Ce sont les fraises, les framboises, les myrtilles, l'aceille, c'est bourré d'antioxydants. On en a dans l'alimentation cétogène. Ouais. Et au niveau du foie ? Au niveau du foie, ça dépend un petit peu comment on le fait. On ne se bourre pas de graisse. Donc moi, je n'ai pas l'impression de manger... je vais manger un avocat par jour ou 2. Je ne vais pas manger 10 avocats par jour. Donc je vais mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de cameline, des huiles végétales sur mes plats, sur mes légumes. Je ne vais pas en mettre non plus des tonnes. Je vais en mettre beaucoup, peut-être plus que ce que je faisais avant. Je faisais plus attention. Là, j'en mets pour que ça donne du goût. Donc il n'y a pas de souci au niveau du foie. Après, il y a des personnes qui peuvent être plus sensibles. Et ça, c'est un travail en micronutrition qu'on va faire, de regarder s'il y a un problème avec la bile, d'où vient la problématique. Mais moi, je suis des personnes qui n'ont pas de vésicule biliaire, qui sont cétogènes. Ah oui. Donc, on peut, il n'y a pas de souci. Après, le foie, vous savez, moi, je trouve beaucoup de gens qui ont du foie gras. J'ai encore eu une personne hier, un jeune homme, qui avait fait une échographie du foie et on lui avait trouvé du foie gras, mais ce n'est pas le seul. Je vois aussi de plus en plus d'enfants. Ah oui, à boire du coca comme ça. Oui, du coca ou même trop de fruits. Moi, j'ai eu aussi... une personne plus âgée qui mangeait 10-15 fruits par jour et donc ça fait une stéatose hépatique non alcoolique avec des fruits, voyez mais il avait des fruits partout, il mangeait que ça parce que le fructose en fait n'est pas utilisé par d'autres cellules à part le foie. Et si vous ne faites pas d'activité physique ou très peu et que vous mangez plein de fructose, même si c'est dans des bons fruits, vous allez faire un foie gras. Donc c'est pas lié en fait à la graisse. Sauf si vous mangez des quantités de graisse qui sont... si vous mangez beaucoup plus que les calories dont vous avez besoin. Mais l'alimentation cétogène, c'est pas de manger en fait plus de calories que ce qu'on a besoin en fait. C'est une alimentation qui mime un jeûne. C'est tout. Alors justement, comment ça se passe ? Il se met en cétose, le foie, c'est ça ? C'est le foie qui fabrique, en fait, ces corps cétoniques. Alors raconte-nous un petit peu. C'est les mitochondries, ces petites centrales d'énergie. En fait, quand on n'a plus comme carburant les glucides, ou très peu, parce qu'on ne les élimine pas à 100%, on a toujours du sucre. Dans les légumes. Voilà, dans les légumes, qu'est-ce qu'on mange du chou, même dans la farine de noix de coco, même dans les amandes, il y a un peu de glucides. Et donc, il y a toujours une source de glucides, mais elle va être beaucoup plus faible que par rapport à quelqu'un qui va manger des pâtes, du pain, du riz à tous les repas. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce qui fabrique l'énergie, ce sont les mitochondries, ce sont ces petites centrales d'énergie. Et ces mitochondries peuvent faire de l'énergie par plusieurs filières. Les mitochondries, elles fonctionnent avec l'oxygène. Je vais prendre ce qu'on utilise le plus, c'est la filière aérobie, donc la filière à oxygène.
Et c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Quand on respire, c'est pas pour nos poumons. Les poumons, c'est juste un outil pour que en fait, les mitochondries puissent faire leur job. Parce que les mitochondries, en fait, c'était des anciennes bactéries qui ont fusionné par endocytose. C'est les travaux de Lynn Marguerite, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Mais qui a démontré ça, en fait, et qui ont permis, en fait, aux êtres humains, les animaux, tout ça, de pouvoir faire plus d'énergie. Sinon, on faisait juste de l'énergie en fait sans oxygène. Et ça fait très très peu en fait. C'est ce qu'on appelle l'ATP et c'était très limité. Donc la respiration cellulaire, pour faire cette énergie qu'on appelle l'ATP, c'est la monnaie, si tu veux, la monnaie énergétique. On fabrique à peu près 50 kg d'ATP par jour. Et si on est un grand sportif, ça peut monter à 100 kg. Donc on ne se rend pas compte de ce qu'on fabrique. Mais, et ça, ce sont nos mitochondries qui fabriquent ça. Et les mitochondries, elles fonctionnent avec de l'oxygène. C'est pour ça que la respiration est importante. D'où l'importance du yoga, de toutes ces techniques aussi. Ça, c'est un autre sujet. Mais ils ont besoin d'un substrat. Et effectivement, aujourd'hui, dans notre société, le substrat, c'est que du glucose. Mais en fait, génétiquement, la mitochondrie est faite pour fonctionner avec des graisses. Et elle va aussi utiliser les corps cétoniques. Et elle va fabriquer en fait l'ATP. Et donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand il n'y a plus assez de glucides, le corps va utiliser les graisses pour faire cette monnaie d'échange, cette monnaie énergétique. Et le fait après c'est chimique, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le fait de brûler beaucoup de graisse, ça va à un moment donné faire des modifications au niveau du cycle de Krebs, qui est le cycle d'énergie. Et le foie, donc les mitochondries du foie, vont fabriquer en fait ces corps cétoniques, qui sont en fait l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate, et un déchet qu'on élimine par la respiration, qui est l'acétone, qui peut donner une haleine un peu de pomme pourrie. Et donc ça sert à quoi ces corps cétoniques ? Et ces corps cétoniques, en fait, ce sont des substrats qui sont utilisés directement par toutes les cellules du corps, sauf le foie et le sang et une partie des reins. Donc, mais c'est un substrat vraiment privilégié des muscles, donc le muscle cardiaque, de tous les muscles. C'est pour ça qu'il y a aussi des sportifs qui vont utiliser des boissons au cétone. On en parle actuellement parce qu'au niveau du Tour de France, c'est ce qu'ils utilisent. Mais qui mélangent avec d'autres substrats, mais aussi et surtout le cerveau. Le cerveau utilise deux substrats, le sucre et les corps cétoniques. Mais en fait, les cétones, on en fabrique tous. Si on jeûne toute une nuit, on ne mange pas. Le matin au réveil, on en fabrique un petit pourcentage. Quand on est malade, qu'on ne mange pas, ou quand on jeûne quelques jours, on en fabrique de plus en plus. Et donc ça apporte quoi du coup ? C'est un substrat énergétique qui va permettre, en fait, au départ, ça a permis en fait à l'homme de pouvoir subsister. S'il n'y avait pas ces corps cétoniques, c'est parce qu'on ne les utilise plus aujourd'hui, on vient de les redécouvrir. Mais ça a permis en fait à faire qu'on est toujours là, que l'homme a pu exister et perdurer pendant ces millions d'années. Parce qu'au début, ce qui se passait, c'est que l'homme paléolithique, il chassait, il trouvait des graines, des fruits sauvages, mais voilà, qui étaient pas sucrés du tout, et il chassait. Et en fait, il y avait des périodes où il n'avait pas à manger pendant une semaine, 15 jours, etc. Donc heureusement qu'il avait comme substrat les graisses qu'on a sur le corps. Souvent on voit ça comme c'est pas esthétique, mais en fait c'est parce que c'est le seul moyen de conserver de l'énergie. Parce que l'homme ne peut pas fonctionner sans énergie. Et le sucre, on a des réserves très petites parce que c'est trop lourd. Si on stockait toute notre énergie en sucre, on ferait plus d'1 tonne. Et donc les graisses sont moins lourdes, donc on stocke en graisse. Donc l'homme paléolithique stockait quand il pouvait manger, et il se retrouvait pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines sans manger. Et il passait en cétose. Oui, donc c'est ce qui comme permet d'avoir... Il fallait qu'il ait une clarté mentale, parce que c'est ce qu'on retrouve dans un jeûne ou une alimentation cétogène à un moment donné. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de normalement, on peut vivre 70 jours scientifiquement sans manger. Ça dépend des personnes. C'est sûr qu'il faut avoir quand même des réserves. Déjà 16 heures, on est pas mal. Mais... voilà. Mais voilà, il y a des personnes qui pourraient durer. Après, ça dépend de ces réserves caloriques, de graisse aussi.
Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il pouvait rester pendant plusieurs semaines peut-être sans manger. Et il fallait que quand il trouve quelque chose à chasser ou des substrats, il fallait qu'il ait l'énergie et la clarté mentale pour faire. Pour aller choper et du c'est gibier. grâce à ces cétones. Ouais. Donc, qui sont... on les a toujours, c'est vrai, vus de manière négative, en disant les cétones, c'est dangereux, on va être acidifié, voilà, ça va acidifier, on parle d'acidocétose, voilà. Mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que... voilà, ça agit, c'est un carburant super intéressant. Et c'est même pas du gras, hein, les cétones. Hein. C'est produit à partir du foie. Voilà, ça provient du gras, mais c'est le foie qui... C'est des molécules, ouais, mais qui ressemblent d'ailleurs à des acides aminés. Hein. Ouais. Donc c'est pas gras du tout en fait. Hein. Après, si on rentre dans la chimie. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de cette production de cétones. Quelle personne pourrait profiter de ce genre de régime ? Alors, moi, j'aime pas le terme régime, parce que quand je parle régime, pour moi, c'est restriction. C'est plus une alimentation, parce qu'on n'est pas là à dire... c'est plus qu'il y a des aliments qu'on ne va pas manger. Oui, c'est plus pour la santé. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, dans des cancers, parce que il y a le professeur Laurent Schwartz en France qui... D'ailleurs, il en a parlé beaucoup, mais aux États-Unis, il y a le docteur D'Agostino qui travaille beaucoup dessus, qui est un grand chercheur. Vous avez le docteur Seyfried, je crois, aussi, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis là-dessus. Mais oui, dans le cancer, en fait, c'est intéressant, mais aussi dans le diabète. Parce que si vous avez une résistance à l'insuline, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais si vous mangez beaucoup de glucides à tous les repas, vous avez en fait sur chaque cellule, vous avez des récepteurs qu'on appelle récepteurs insuline, parce que pour que le sucre rentre, il doit être emmené par l'insuline au niveau des cellules. Et en fait, l'insuline se met sur un récepteur. C'est comme on peut voir l'insuline comme une clé et le récepteur comme une serrure. Et il y a un canal et le sucre va pouvoir entrer. Et en fait, si vous stimulez sans arrêt ce récepteur, votre serrure de la porte va en fait s'encrasser. Et le sucre ne rentre plus. C'est ça, une résistance à l'insuline. Donc, si vous continuez à manger du sucre en étant diabétique ou des glucides, c'est une aberration. Parce qu'il faut réparer ces récepteurs et travailler sur d'autres, en fait, utiliser d'autres filières pour mettre au repos le corps et puis apporter des substrats énergétiques. Il y a les maladies auto-immunes aussi. Bien sûr, les maladies auto-immunes, forcément. Il y a l'autisme, il y a beaucoup de choses. Alzheimer, Parkinson, l'épilepsie. Il y a énormément. Après, c'est vrai que c'est contraignant. Donc, parce que ça demande à manger différemment. C'est un changement radical, pour beaucoup de personnes en tout cas. Après, voilà, moi ce que je dis, c'est que ça dépend de la motivation de la personne. On peut le faire en plusieurs étapes. Oui, exactement. Faut pas décourager. Moi, je ne l'ai pas fait d'une seule traite, déjà parce que je n'avais pas l'information à l'époque. C'était quand j'ai commencé à faire ces recherches, c'était il y a pratiquement 15 ans. Donc, je n'avais pas ces informations. Donc, peut-être, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, mais voilà, souvent, je commence par d'hypotoxique et puis je dis aux personnes de commencer à diminuer les glucides à un repas, à un deuxième, voilà. Et puis, aller choisir aussi un indice glycémique plus bas. Prendre des céréales complètes au lieu des céréales blanches. Ou des patates douces au lieu du riz. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant que tu parles d'hypotoxique parce que justement, il y a 1 an ou 2, aux États-Unis, il y avait une mode hyper forte du cétogène, du régime cétogène, keto diet. Et en fait, les gens, ils mangeaient énormément de viande. Donc, c'était beaucoup de bacon, beaucoup de porc, beaucoup de bœuf et beaucoup de gras. Donc, c'était pas du tout sain. C'était un régime cétogène, mais c'était pas sain du tout. Et surtout, c'était pas très bon pour la planète au niveau écologie. Et en plus, c'était surprotéiné. Alors que déjà, dans nos sociétés actuelles, on mange beaucoup de protéines. C'est clair. Oui, non, mais il y a beaucoup de fromage. Voilà. Mais ça l'est toujours, il y a toujours, on trouve ça et c'est malheureux, oui, ça peut pas être sain. Déjà, la viande, si elle n'est pas de bonne qualité, elle véhicule des antibiotiques, des virus, des bactéries. Vous allez avoir une quantité d'un acide aminé qui est la leucine qui va être important, donc ça va être pro-inflammatoire. Dans les produits laitiers, voilà, j'en ai parlé pour la perméabilité intestinale, mais de la même manière, on trouve des antibiotiques, on trouve beaucoup de choses. Et vous allez aussi avoir beaucoup de phosphates dans les produits laitiers, et puis surtout des oestrogènes, donc ce sont des facteurs de croissance. Souvent, on tape sur le soja.
qui n'a pas d'œstrogène, hein, c'est des spermes. Mais dans tous les produits laitiers, c'est bourré d'œstrogène. Hein. Un cancer de la prostate, c'est toujours quand il y a une hyperœstrogénie. Donc, la consommation importante de produits laitiers est liée, il y a plein d'études, voilà, il y a une corrélation avec cancer du sein, cancer de la prostate. Hein, si vous prenez les pays asiatiques, maintenant ça a changé parce qu'on leur envoie plein de produits laitiers. Hein, ouais, et plein de viande aussi. Voilà, mais c'était là où il y avait le moins de cancers hormonodépendants. Mais donc voilà, ça peut pas être sain pour moi, même s'il n'y a pas de glucides, de manger plein de fromage. Voilà, je suis désolée, plein de viande. Voilà. Après, on peut manger de la viande, je suis pas contre, hein, mais il faut prendre de qualité et sans excès. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu es végétalienne. Oui. Ça fait combien de temps ? C'est pareil, j'ai fait progressivement. Je suis pas née végétalienne. Je suis restée. Je mangeais pas beaucoup de viande et puis après je suis passée végétarienne. Et puis là, ça va faire peut-être 6 ans. Ça m'arrive de faire des petites exceptions, de manger des œufs quand je suis quelque part. Voilà, hein, je suis pas mais c'est très rare. Ou quand je teste des recettes pour mes livres, je le fais. Donc je vais goûter. Mais moi, je mange pas d'œufs. Hein. Plus parce que c'est par rapport à l'industrie en fait. Hein. Aujourd'hui, si vous vous renseignez un peu plus, voilà, vous avez les poussins mâles qui sont broyés, les poules qui sont dans un état pas possible. Hein. On pense que manger du poulet c'est plus sain que de la viande rouge. C'est pas tout à fait le cas hein, aujourd'hui, hein. Donc, parce que les élevages sont vraiment en batterie et quand c'est écrit élevé en plein air, c'est 1 à 2 heures. Souvent, faut bien connaître. Connaître. Donc c'est bien quand on mange. Voilà, moi je serais pas contre manger des œufs si c'était mes poules et je les nourrissais. Je suis pas, je suis pas du tout extrême, voilà. Mais j'aime bien savoir ce que je mange et je suis contre cette industrie et comment en fait on maltraite les animaux. Voilà. Ouais, donc, il y a un stress aussi dans la viande après quand vous la mangez. Hein. Et je me souviens quand moi j'ai commencé le régime cétogène, c'était avec toi et je m'étais renseignée sur internet sur un régime cétogène vegan. Et honnêtement, je trouvais rien, même aux États-Unis, c'était vraiment très rare. Est-ce que c'est toi qui l'as un peu créé ? Non, je pense pas. Non, je l'ai pas créé. Non, je pense pas. Mais il y a quand même des blogs hein, aux États-Unis. Il y a des personnes qui travaillent sur ils appellent ça keto vegan. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais de plus en plus. Hein, j'ai vu, j'étais tombée sur un médecin diabétique de type 1 qui fait du cétogène parce que c'est très intéressant aussi pour le diabète de type 1, hein, pour limiter les prises d'insuline, et qui est végane. Donc il y en a, mais c'est vrai que c'est moins médiatisé forcément. Ouais. Le régime cétogène vegan, c'est par le tofu que tu prends les protéines ? Alors moi je les prends par le tofu, c'est vrai. Et puis j'utilise aussi je mange aussi des purées d'oléagineux, amandes, noisettes, cacahuètes. Et puis ça m'arrive aussi de prendre des protéines de pois, de riz, voilà, mais que je prends de bonne qualité. Et puis des graines de chanvre. En fait les protéines, on en trouve dans beaucoup de choses. Hein. Beaucoup plus que ce que l'on croit. Oui. Comment ça se passe une journée type en alimentation pour toi ? Alors moi je jeûne le matin. Oui, ça faut qu'on en parle justement. Donc je mange 2 fois par jour. Ouais. Hein, et puis surtout quand je fais des consultations, c'est pareil, j'ai pas des horaires, mais après ça dépend, mais j'ai 2 repas en fait. Hein. Je mange pas mal de légumes, donc ça peut être en ce moment des courgettes à la vapeur avec de l'huile de coco, des épices. Tofu qu'on peut faire aussi soi-même, et sinon du tofu nature, je vais mettre de l'huile de cameline, des épices. J'aime bien aussi les yaourts de noix de coco. Ah, ça c'est bon ça. Voilà, j'aime le chocolat, donc j'utilise aussi pas mal d'huile TCM que je rajoute. Ouais, donc l'huile TCM, c'est l'huile de noix de coco. Ça provient de la noix de coco, ouais. Hein, mais c'est de l'acide caprylique. C'est puissamment antifongique, antiviral, antibactérien, donc c'est intéressant pour travailler aussi sur le microbiote intestinal. Ouais. Et les gens qui ont des candidats ça marche ça existe en complément, hein, mais c'est dommage, il vaut mieux l'utiliser comme ça. Et ça booste, ça augmente les corps cétoniques. Quand on est en alimentation pauvre en glucides, hein, sinon, voilà. Mais ça permet de manger un petit peu plus de glucides que, voilà, on peut être un peu moins strict. Mais effectivement, moi, je veux faire des boissons grasses, donc je vais mettre un peu de chocolat ou de chicorée ou du thé vert matcha, ou je vais mettre de l'eau chaude ou du lait de coco et de l'huile TCM. Voilà, je fais des choses comme ça. Je fais des puddings de chia. Donc, l'hiver, je mange beaucoup de choux, brocoli. Mais là, en ce moment, effectivement, en plus, moi, j'ai
J'ai mon compagnon qui cultive en permaculture, donc on a mis pas mal de... Ah, c'est pas mal. Oui, mais on a mis trop de concombres. Mais il faut des poules, du coup, pas loin, là. Oui, mais bon, il faut avoir le temps pour tout faire. Mais on a mis beaucoup de concombres cette année, donc on pensait pas en avoir autant, parce qu'on a fait une expérience, on a beaucoup de concombres, donc je mange beaucoup, mais aussi avec beaucoup les de jus, courgettes. C'est sympa. Oui, mais je les mange un petit peu lacto-fermentés avec du sel. Je les fais, je vais mettre un peu de sel et je vais les laisser un petit peu dégorger. Et puis tu dois tester beaucoup parce que tu as fait des livres de recettes de cuisine. Oui, je teste plein de choses effectivement. Je fais aussi des petits desserts à base de chocolat, le tofu soyeux aussi. Je fais pas mal de mousse ou des mousses au chocolat à l'avocat. C'est vrai, je mange pas mal d'avocat aussi. Ouais. Bon, après, je varie. Voilà, T'es une bonne élève quand même. Je teste aussi pas mal de choses, je m'intéresse à beaucoup de choses. Ouais. On va parler un petit peu plus du métier de nutrithérapeute. Comment on se forme à la nutrithérapie? Tu as parlé de Suisse. Oui. Il y en a en France maintenant, tu sais? Il y a un DU en micronutrition, il y en a plusieurs. Donc en fait, c'est plutôt micronutrition qu'il faut chercher que nutrithérapie en France. Oui, mais il faut avoir des bases quand même. Il y a certains niveaux, il faut avoir des bases il faut aimer la biochimie. Ouais, le côté un peu scientifique. Et... Voilà, donc il y a quand même des choses... moi, si je les fais par étapes, après, ça dépend de la personne, à quel niveau elle est au niveau physiologie. Mais effectivement, après, il y a des DU. Après, effectivement, il y en a à Poitiers, sur le sport, il y en a à Dijon. Ça se développe un peu plus depuis que tu as fait ce métier? Il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y a Strasbourg, Grenoble, Poitiers, Dijon en France. Mais c'est pas la nutrithérapie, c'est micronutrition. Mais alors du coup, toi qui disais que tu avais repris tes études le week-end, la semaine, tu étais en train de travailler, en sortant quand même de pas mal d'années de problèmes physiques, ça devait être éprouvant. Je pense que du coup, heureusement qu'il y avait cette volonté de changer de métier, cette passion qui est née, qui t'a porté jusqu'au bout. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai, c'était pas facile, parce que je faisais ça en parallèle. Mais en fait, quand on voit les résultats... Ouais. Et puis, c'est devenu vraiment une passion. Moi, quand je vois les résultats, en fait, moi, ce que j'aime, j'ai trouvé un sens. En fait, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'avais pas le sens que j'ai aujourd'hui. Moi, ce qui me plaît, c'est quand la personne me dit « ça va mieux, j'ai tel résultat, j'ai plus mal au ventre ». Là, je suis contente, en fait. Ouais. Et parce que j'ai un sens d'aider, en fait, les autres. Et je trouve que c'est pas assez connu. Et moi, mon objectif, c'est vraiment, dans mes livres, d'expliquer scientifiquement les choses. Ouais. Pour montrer que c'est pas juste un effet de mode. C'est vrai que tu es très scientifique et c'est ce qu'on apprécie chez toi, c'est qu'il y a des preuves derrière, il y a des grandes recherches. Parce que moi, je suis comme ça et je pense que c'est important pour être... je travaille aussi avec des médecins, il y a des médecins qui m'envoient aussi des personnes. Si j'avais pas cette rigueur, j'aurais pas cette crédibilité. Et moi, mon objectif, c'est de prouver les choses. On découvre beaucoup de choses. Donc au fur et à mesure, moi j'apprends tous les jours, je me forme tous les jours de toute façon. Ouais. C'est ça qui est génial avec ce genre de métier, c'est t'en as pour une vie. Tu te formes à tellement de choses, ça t'ouvre la porte de plein de disciplines. C'est clair, ouais. Et puis, comme je disais tout à l'heure au début, il y a la génétique. Mais la génétique, c'est 15-20% des maladies, c'est l'épigénétique. Donc il y a l'alimentation, parce que c'est de la chimie qui est là, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes, comme l'activité physique, la gestion du stress. Ouais. Donc mieux respirer, avoir une meilleure conscience dans l'environnement auquel on vit. Ouais. C'est clair que je ne suis plus du tout la même personne, parce que j'ai pris beaucoup de recul sur plein de choses, sur une société qui est très capitaliste. Donc en étant plus jeune, je ne me rendais pas compte de tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte effectivement on fait beaucoup de mal à la planète. On est dans une société qui est juste pour la consommation et pas pour le bien-être de la personne. On a une vie. Après, je ne sais pas si on en a d'autres. Et je pense que la vie que l'on a aujourd'hui, elle a un sens. On est là pour quelque chose. On manque de sens actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, leur boulot n'a pas assez de sens. Ben non, parce que pourquoi on est pressé, on doit gagner de l'argent parce qu'on n'a pas le choix. Tout est basé sur l'argent, malheureusement. Moi, je rêve d'une société qui serait basée sur autre chose.
ça sera tellement plus simple. Mais aujourd'hui, non. Voilà, la plupart des gens, effectivement, on est obligé de travailler pour gagner sa vie, pour élever ses enfants. Et puis le week-end, payer, on boit de l'alcool parce que ça nous change les idées de la semaine de merde qu'on a passée. voilà. C'est vrai que c'est un schéma répétitif. Hein. Et oui, et on ne se rend pas compte qu'on vit sur une planète, qu'il y a des arbres, qu'il y a des animaux, qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas les rois sur cette planète. Qu'il y a plein de choses à prendre conscience. Et d'ailleurs, la méditation aide beaucoup aussi là, sur ce sujet. Ouais, tu médites du coup ? Moi, je médite, ouais. Je médite, je fais du yoga aussi. Et j'aime bien être dans la nature, écouter les oiseaux, regarder ce qui se passe autour. Simples. J'aime beaucoup les arbres, voilà. Donc, tu leur fais des câlins aussi. Voilà, je leur parle, c'est vrai en plus. Mais oui, parce qu'en fait, on a perdu ce contact avec la terre. Et le microbiote, il est dans la terre aussi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'en parallèle, tu te formes à d'autres matières ? Alors, à d'autres matières, non, parce que je développe d'autres matières. Après, ça dépend ce qu'on appelle d'autres matières. Mais non, je travaille beaucoup en micronutrition, donc je me forme en permanence. Je vais à des formations, des colloques, peut-être une fois tous les 2 mois, pour en savoir plus de ce qui sort. J'ai eu la chance d'aller à un congrès où le professeur Fassano était intervenu, qui est à Harvard, qui est quand même spécialiste de la muqueuse intestinale. Donc, à chaque fois que je peux, je me forme à tout ce que je trouve pour connaître les dernières études et j'en apprends en permanence. Et c'est pour ça que tu as écrit des livres. On est venu te chercher pour écrire des livres d'ailleurs. Oui, j'avais pas du tout prévu écrire des livres. C'était pas prévu dans le plan, Non, Et puis, je pensais en écrire un. Et puis en fait, ça s'est propagé, on va dire. Et je suis très contente, ça me plaît. Ça prend beaucoup de temps, mais je me dis c'est intéressant parce que tout le monde peut pas venir en consultation, on n'a pas envie de venir, ou je me dis au moins il y a des informations que tout le monde peut avoir. Si la personne est motivée, elle peut déjà faire un travail par elle-même. Le bouquin où tu proposes des recettes, c'est hyper pratique. Oui, mais dans tous les bouquins, il y a des recettes. Parce que je pense que quand tu arrives dans le régime cétogène, tu sais pas trop quoi faire. C'est tellement différent, tu es un peu perdu. Oui, et surtout hypotoxique. Parce que sinon, tous les livres qui existent aujourd'hui, il y a quand même pas mal de produits laitiers. Ouais. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'à côté de ça, tu fais des marathons. Donc ça va quand même emboucher un coin à tous les gens qui pensent que quand t'es végane, t'as pas de muscles ou tu peux pas en garder et tu peux pas courir autant de marathons parce que t'en fais régulièrement. Oui, j'en fais 2 par an. Hop là, et tant qu'à faire. J'ai fait des ultras jusqu'à 80 km. Donc, et puis mon conjoint est coach sportif, il est vegan aussi, et il fait d'une alimentation low carb. Ouais. Donc il est beaucoup mieux comme ça. Donc tout est possible avec l'alimentation équilibrée et végétalienne. Voilà, il faut juste apporter les acides aminés, donc et on les trouve il faut juste bien connaître, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai que j'ai eu des jeunes filles, le papa était venu avec sa fille, j'ai eu plusieurs cas comme ça, en consultation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent passer à une alimentation végane, donc là rien à voir avec le cétogène, mais déjà passer à une alimentation végane avec un indice glycémique plutôt moyen, pour pas... j'en ai eu plusieurs qui sont venus pour être rassurés, ouais. Non, mais on a besoin d'acides aminés, on n'a pas besoin de protéines, ça, il faut arrêter de... Après, il faut une prise de conscience. Moi, je ne juge pas les personnes, chacun doit faire son chemin dans sa vie, et il y a une prise de conscience. Et parce que c'est vrai qu'on peut toujours... faut pas qu'il y ait une dualité entre les gens qui mangent pas de viande et les gens qui mangent de la viande, c'est parce que... Faut pas... C'est pas le but. C'est pas le but. Après, c'est vraiment la personne, quand on enlève, on arrête, si on mange de la viande, déjà il faudrait en manger pas plus d'1 fois par jour. Il y a des personnes qui en mangent plus. Et puis effectivement, aller progressivement en diminuant, en testant des protéines végétales, mais de qualité. Pas acheter des produits industriels aussi. Oui, et du sétan rempli de gluten. Voilà, il y a aussi dans l'alimentation végane, il y a aussi des choses qui sont pas bonnes pour la santé. Ouais. Donc, parlons un peu du jeûne intermittent. Donc toi, tu en fais tous les jours, c'est ça ? Pratiquement, oui. 16 heures ? Oui, à peu près. Moi, je calcule pas trop. Donc, soit c'est vrai, ça dépend un petit peu. Soit je vais pas manger le matin, soit pas le soir. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions pour faire du jeûne intermittent ? Je te dis ça parce que moi, je le fais aussi souvent, au moins entre 14 et 16 heures. Par contre, quand je me sens trop stressée, je m'autorise un petit truc qui va me remonter le moral ou me booster un petit peu. Je sais pas si ça peut changer quelque chose. Non, après, il faut s'écouter. Après, le principal, c'est que ça devienne une habitude de vie.
Après, c'est clair, moi ça m'arrive aussi quand je suis avec des amis ou voilà, où je suis à l'extérieur, je vais manger peut-être 3 fois par jour, mais je vais avoir un repas quand même plus léger dans les 3. Donc voilà, après il faut s'écouter. Mais il n'y a pas de contre-indication? Non, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Après, en réfléchissant, bon, peut-être que si on est enceinte, c'est peut-être pas l'idéal. Après, ça dépend des personnes, si on a des fringales, etc. Même si on est en sous-poids, peut-être qu'on va pas commencer tout de suite. Mais voilà, moi, j'ai des personnes, effectivement, quand ils mangent le matin, ils ont des nausées, ils sont pas bien. Je leur dis, vaut mieux ne pas manger le matin. Et après, vous répartissez vos calories sur 2 repas. Si vous répartissez bien vos calories, vous n'allez pas perdre de poids. Ouais. Et puis peut-être commencer aussi doucement. Pas commencer avec 20 heures de jeûne ou 16 heures comme certains le font, quoi. Ah oui, non, il faut commencer. Souvent, je dis, au mieux de manger, déjà essayez de faire un jeûne de 13 heures. Si vous mangez à 20 heures, voilà, vous décalez un petit peu votre petit déjeuner. Et puis après, pourquoi pas prendre votre petit déjeuner, l'emmener avec vous et le manger à 10-11 heures. Et puis après, voilà, moi j'étais quelqu'un qui pouvait pas se passer de petit déjeuner. Mais j'étais pareil, figure-toi. Et je pensais que j'allais mourir si j'allais pas manger le matin. En fait, c'est parce que je mangeais trop, même en étant hypotoxique, je mangeais trop de choses, de féculents. Ouais. Et donc, j'étais quand même addict au sucre. C'est vrai que moi, c'était ma raison de me lever, de pouvoir manger. Et après, hop, ça m'encourageait pour aller bosser. Et maintenant, je fais du fractionné en piste le matin à jeun. Parce que moi, je cours le matin. Soit je fais un footing, mais maintenant, je fais de la piste. Donc, je tire sur l'organisme. Et pourtant, je n'ai pas à manger. Mais voilà, tu as pris des années aussi à apprendre comment manger pour servir ton organisme. Tu n'as pas fait n'importe quoi. Tu t'es pas mis à courir à jeun du jour au lendemain. Non. Donc c'est aussi un apprentissage et c'est hyper important. Oui, moi je suis passionnée par ça, donc je m'intéresse à tout ce qui sort sur comment améliorer la santé par l'alimentation, mais aussi par l'activité physique. On va finir par un jeu de questions-réponses. Oui. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il ? Je suis en train de lire un livre là, donc je ne saurais pas dire le titre, mais c'est en anglais, c'est sur les cétones. Et donc, Passion cétone. Voilà, oui. Il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, c'était Méditer en courant. Donc c'est un livre, je le relirais bien, voilà. Une astuce efficace pour aller mieux physiquement ? Il faut déjà revoir un petit peu son alimentation, voir si s'intéresser aux oméga 3. Parce qu'ils ont une action anti-inflammatoire. Parce que plus par rapport au ratio oméga 6 et oméga 3. La plupart des gens, en fait, consomment trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, ce qui fait que c'est pro-inflammatoire. Et puis après, moi, c'est vrai que j'ai des jeunes aussi sportifs qui ont des tendinites, des choses comme ça, qui sont dues à une perméabilité de l'intestin. Donc, retravailler là-dessus. Mais ça revient sur revoir son alimentation. Une habitude à supprimer ? Manger moins de sucre. Une habitude à prendre ? Choisir des bonnes huiles, faire soi-même à manger, choisir des bons légumes, essayer de bien choisir. Souvent les gens disent « Ah, c'est cher le bio ». Oui, mais bon, vous achetez des téléphones portables, vous achetez le dernier jeu électronique, vous allez faire des voyages. Et votre santé, elle n'a pas de prix, on ne vit qu'une fois. C'est pas quand on va avoir 50 ou 60 ans ou 80 ans qu'on va avoir 15 médicaments. On pourra regretter, à cet âge-là, on a moins d'action, on peut toujours agir, bien sûr, mais c'est bien de démarrer avant. Donc, l'alimentation est beaucoup trop négligée en France, et de manière générale. Un ingrédient ou aliment à ajouter ? Je dirais des épices, les épices que vous aimez, du romarin, du curcuma, la cannelle. Intégrer des épices dans votre alimentation. Un ingrédient ou aliment à supprimer ? Je dirais le sucre. Surtout le sucre blanc. Surtout le sucre blanc, oui. Un complément alimentaire essentiel ? Essentiel, les oméga 3, des EPA, DHA. C'est essentiel parce que c'est difficile de les convertir de manière quand vous prenez de l'huile végétale riche en oméga 3, que ce soit du lin, du chia, de la cameline, le taux de conversion au niveau scientifique, après ça dépend des personnes, mais il est autour de 5%. Et si vous êtes carencé en vitamines et en minéraux, il peut être de 0. Donc c'est intéressant d'apporter des EPA, DHA et aussi d'avoir une alimentation biologique en même temps parce qu'il ne faut pas avoir une alimentation trop oxydante. Une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement ? Ça dépend de votre alimentation. Après, si vous mangez très peu de viande, c'est intéressant de tester la vitamine B12. Mais de manière générale, pour tout le monde, je dirais la vitamine D. Parce que ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Elle régule beaucoup de processus auto-humains.
Et il faut avoir un taux de vitamine D assez élevé, hein, beaucoup plus élevé que ce que l'on voit sur les normes, pour protéger justement des processus auto-immuns, mais aussi du cancer, de beaucoup de choses. C'est quoi, tous les 6 mois environ? Oui, En plus, déjà on de peut le la faire faire, une hein. fois. Mais en fait, c'est pas remboursé, donc ça vaut dans les, je dirais, 10-13 euros. Ouais. Hein. Vous pouvez aller dans n'importe quel labo. Voilà, vous voyez, quand il y a une maladie auto-immune, il faut mieux avoir un taux autour de entre 60 et 85. Moi, je me souviens, j'étais à 35. Enfin, de toute façon, comme beaucoup de personnes, je pense. Il fait tellement pas beau à Paris. Voilà, oui, il n'y a pas que ça. Hein. Aujourd'hui, avec les couches d'ozone, tout ça, on absorbe très très mal, on synthétise très très mal la vitamine D. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, un peu partout, parce que je suis à Boulogne-Billancourt. Donc j'ai un cabinet avec une cuisine où je monte pas mal de choses. Je suis également en Charente-Maritime. Donc j'ai aussi un cabinet dans un petit village qui est la Gripperie Saint-Symphorien, dans un tout petit village. Mais là, vraiment en pleine nature. Et sinon, effectivement, j'ai aussi consulte par Skype, par téléphone, parce que j'ai des personnes un petit peu partout. Ouais. Voilà, même à l'étranger. Et sur Internet, on a mes coordonnées. C'était hyper cool de te parler. Merci, c'était super. Donc voilà, j'espère que ça donnera envie justement à tout le monde de prendre soin de sa santé et de son alimentation. Merci Olivia. Merci Léna.